Docteur Isaac Desvaux est à la fois complètement civil et complètement militaire, puisqu'il est interne des hôpitaux des armées de réserve, mais en même temps interne des hôpitaux de Paris en médecine d'urgence. Docteur Desvaux a un parcours un peu particulier, puisque tout en étant urgentiste, il s'est intéressé à des enjeux de santé publique qui sont des enjeux du collectif et de la préparation. Il a travaillé avec le docteur Jean-Marc Philippe à la Direction générale de la santé dans le cadre de ces sujets de coopération ministère de la Santé, ministère des Armées. Et le docteur Desvaux va nous parler des enjeux éthiques de la prise en charge de ces blessés. Merci. Merci mon général, merci mesdames, messieurs, merci pour l'invitation. Alors on m'a demandé de ne pas contribuer à davantage plomber l'ambiance pour le dernier topo de la journée. Je vais faire de mon mieux, je vous assure. Peut-être pour rebondir en introduction sur ce qui a été dit précédemment, on a parlé de dissuasion, on a parlé de résilience, peut-être pour faire un lien entre les deux. On travaille beaucoup au niveau de l'OTAN sur le concept de dissuasion par résilience, et donc la préparation, en fait rien que le fait de mentaliser tout ce à quoi on est en train de faire face et sur quoi on se projette, c'est déjà un premier pas vers la dissuasion, et donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces choses-là. Donc voilà, un petit propos introductif. Donc pas de lien d'intérêt en dehors que j'ai pas envie qu'on se prenne des missiles sur la tête. Donc sur les objectifs de cette présentation, donc l'objet c'est là de peut-être vous éclairer sur la portée systémique des enjeux éthiques et les contraintes qu'ils représentent donc pour la préparation à l'HEM, discuter de quelques implications pratiques, on va essayer, et puis surtout susciter la réflexion éthique et le débat. Je pense que ce sera le plus grand take-home, on va dire, de tout ça. Pour quelques éléments de contexte, donc alors on a dit 2 ans, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans qu'on fait la planification HEM. Il y a le contexte du VADEMECUM, desquels a été déjà évoqué. Les éléments que je vais reprendre dans cette présentation sont ceux qui sont développés dans le chapitre éthique, donc qu'on a écrit en collaboration donc avec le professeur Fabrice Xil de l'Espace Éthique Île-de-France, qui est donc mentionné ici, à l'issue d'un séminaire de travail donc éthique civilo-militaire qu'on a fait l'été dernier, et donc des travaux et une réflexion qui se poursuit. Et je me base aussi donc sur une large enquête que j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse, qui a interrogé vous tous, nous tous, les professionnels de santé, comment nous sentions prêts en temps de crise, et notamment pour réfléchir aux déterminants de la préparation et de notre perception de la menace de l'HEM, et qu'est-ce que ça voulait dire du monde dans lequel on allait être amené à exercer nos métiers par la suite. Donc pour commencer, on peut parler des conditions de la résilience, puisque dans la situation actuelle, et ça avait été dit aussi tout à l'heure, il me semble, par Isabelle, parlait de la question de la reconnaissance. Donc nous, soignants, nous sommes dans une situation un peu difficile. On est pris en étau par à la fois la vulnérabilité du système de santé. On a du mal déjà à se remettre de la crise Covid qui a fragilisé tout le système, à la fois au niveau collectif, mais qui a un retentissement vraiment au niveau individuel. Et donc ces choses qui s'engrainent. Et puis on a en face de nous l'instabilité du monde tous les jours, ces médias qui nous montrent que effectivement le spectre de la guerre n'est plus quelque chose de l'ordre de l'hypothétique, mais qui s'infiltre progressivement dans nos quotidiens sous différentes formes. Et donc on est en tension sur ces choses-là, et sans trop réussir à faire le lien. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans cette enquête. Et donc il y a une conscience des enjeux, les gens pensent à ça, on y pense, mais finalement elle est un petit peu disparate. On a du mal à se représenter de qu'est-ce que ça pourrait dire dans le quotidien, et donc c'est l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais donc on a besoin d'une image partagée, et on a besoin d'expliciter nos intuitions. Donc c'est ça le besoin, et que ça passe par aussi un besoin de reconnaissance, donc de cette dualité dans laquelle on est aujourd'hui, et que c'est le préalable pour construire la réponse qui, elle va appeler des moyens, et donc on va essayer de les développer. Donc ça a été également dit beaucoup ici, mais je vais en revenir dessus, sur la question des enjeux de cohésion. Donc aujourd'hui, on voit que la capacité à soigner l'ensemble de nos concitoyens, c'est ce qui fait notre contrat social à la base. C'est ce qui justifie même l'existence de notre État, même de faire nation, avec la défense et le soin. Aujourd'hui, nos concitoyens, c'est quand même ça qui ressentent de l'État, c'est aussi ça. Or, la guerre, et notamment dans le champ du multidomaine, c'est divisé. Et donc la capacité à faire cohésion, c'est ce qui va être attaqué. Physiquement, on en a parlé. Alors physiquement,
typiquement, on parle bien sûr, peut-être pas les missiles, mais le cyber, etc. Mais possiblement, et ça, donc, ça c'est sûr, mais dans le champ des perceptions, c'est certain. Tout va être fait, et c'est déjà le cas, pour essayer de semer le doute sur le fait qu'on soit capable ou non de faire face à l'HEM, de faire face à tout un tas de contraintes qui s'exercent sur la société. Et donc, ça, nos adversaires, nos contestataires, peu importe comment on veut les appeler, vont chercher à accentuer là-dessus. Et donc, faire bloc, pour nous, ça veut dire préserver la confiance et la cohésion de l'engagement soignant et la volonté commune de défendre un bien commun qui est le système de santé et qui incarne nos valeurs démocratiques. Et ça, c'est assez important. Et donc, notre capacité à gérer les enjeux éthiques, parce que c'est bien là ces questionnements qu'on va devoir se poser, qui sont difficiles, qui sont un défi pour notre société, puisqu'on va parler de triage, de mettre des gens en concurrence. Et donc, notre capacité à gérer nos dilemmes éthiques en tant que société, c'est ça qui va être en gros notre meilleur moyen de réponse et donc notre facteur de cohésion. Donc 3 axes de réflexion qu'on va balayer là. Se préparer à soigner en contexte de ressources restreintes, parler un petit peu des principes d'allocation des ressources, et puis l'enjeu de rester soignant en temps de guerre et donc de réfléchir aux valeurs du soin. En premier lieu, donc pour revenir sur le contexte de restriction de ressources, là on a bien vu, on a parlé beaucoup de ce qui se passait sur l'avant, on a parlé des pénuries de ressources, vous parliez tout à l'heure avec ce qui va se passer, ce qui se passe avec les pénuries qui sont déjà systémiques. Il y a les hôpitaux tous les jours luttent notre système de santé contre des pénuries, mais on sait que la guerre, globalement, ça va aggraver ces pénuries et que un contexte de pénurie pour les soignants, c'est une entrave à la dispensation d'un soin de qualité. Et soigner de façon qualitative, c'est ce pour lequel on signe, ce à quoi on aspire. Et c'est ça qui fait qu'on tient. Et voilà. Et donc, la pénurie égale souffrance pour les soignants. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, si on n'est pas préparé, bien sûr. Donc c'est un ressenti qui est à la fois légitime et prévisible, qui nécessite une reconnaissance. Mais là, tout l'enjeu, ça va être de transformer cette chose qui est un peu subie en le postulat de base. En fait, on rentre en guerre, on rentre en contexte de pénurie. Et donc maintenant, comment on inverse la logique et comment on sort du fait de subir psychologiquement notamment les pénuries. Donc une première chose, c'est dire que ce qu'on va éprouver en temps de guerre, c'est un état de crise, c'est un état de rupture, ça n'a pas vocation à être la nouvelle norme, et donc ce qu'on va mettre en place pour le temps de guerre, c'est pas ce à quoi en tant que société on aspire au temps long. On aimerait soigner mieux, on aimerait soigner pleinement avec tout l'arsenal thérapeutique qu'on a habituellement à disposition. C'est l'objectif. Néanmoins, peut-être que sur un laps de temps, il va falloir réfléchir différemment. Et donc, c'est cet enjeu-là qui est ensuite de normer ce qui se passe en temps de crise. Ça veut dire que, en fait, si on va passer dans une logique de crise, il faut qu'elle soit normée et pour dire qu'on l'a circonscrite. Néanmoins, aujourd'hui, on voit qu'il y a des signaux qui s'accumulent, comme quoi en fait la pénurie elle devient systémique, et donc on va pas rentrer là-dedans, mais sur l'état de permacrise qui nous montre qu'en fait on arrive peut-être à la fin d'un paradigme sur l'abondance des ressources. On le sait pour plein d'autres ressources, c'est quelque chose qui nous affecte dans d'autres champs de nos vies, mais c'est aussi quelque chose qui va rentrer dans le système de santé où on voit que sa soutenabilité aujourd'hui pose question, et donc la guerre va précipiter probablement ce genre de choses. C'est à garder en tête. L'autre aspect, l'autre façon de se préparer, se recentrer sur les fondamentaux du soin en temps de guerre, et notamment quand on va être en pénurie. Et donc ça va se reposer la question de qu'est-ce que c'est que soigner ? Est-ce que soigner, c'est déployer tout l'arsenal thérapeutique qui est aujourd'hui ce qu'on a de remboursé en France en 2026, qu'on ne pourra peut-être pas avoir pour des raisons qu'on a évoquées, les pénuries. Et donc, c'est quoi soigner ? Et donc, se reposer la question de, les fondamentaux, soulager la douleur, la souffrance, accompagner, compenser ou restaurer. Je pense que c'était très bien montré tout à l'heure sur l'aspect médico-psychologique, mais c'est aussi ça, c'est pas que le médico-psychologique qui est concerné par ça, c'est vraiment tout, c'est l'essence du soin, c'est ça. Et donc c'est un engagement qui est lié aux moyens, mais qui n'est pas strictement proportionné. Il y a des endroits du monde où on soigne quand même alors qu'on n'a pas toutes les ressources, et donc c'est quelque chose qu'il faut réintégrer. Donc soigner avec moins de ressources peut rester soigné, si et seulement si ce qu'on a décidé qu'il ne paraissait pas acceptable de ne pas pouvoir faire est maintenu. Et donc ça, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui de ne pas pouvoir faire en temps de crise. Et donc on va rentrer sur l'enjeu de robustesse qui a également été évoqué tout à l'heure, donc petit clin d'œil.
Donc c'est vraiment la question de la robustesse, c'est qu'est-ce qu'on veut absolument préserver en temps d'HEM, et donc qu'est-ce qu'on va devoir travailler à soustraire à l'aléa. Et ce qu'on veut soustraire à l'aléa, eh ben, il faut réfléchir à des nouveaux critères de qualité des soins qui soient la rusticité, la sobriété, la redondance. Toutes ces choses-là, les Ukrainiens en parlent très bien. Hein. Ils disent d'avoir envoyé les médecins au front au début, c'était une très mauvaise idée. Ils disent qu'il faut tout dédoubler, quadrupler, quintupler, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de lutter contre l'attrition, c'est la redondance, etc. Et donc c'est quelque chose qui doit être construit avec les soignants et les usagers, et donc tout le monde, et qui doit aussi être évalué selon des méthodes scientifiques si on veut faire un critère de qualité, d'assurer aujourd'hui la continuité dans l'activité. Enfin, c'est la même chose que les PCA, finalement, de savoir est-ce qu'on est capable de surmonter une panne électrique dans un hôpital ou la panne d'Orbis quand on est à la PHP, de retourner aux prescriptions soignantes. C'est ça, mais la logique poussée jusqu'au bout. Et donc, c'est essentiel parce que maintenir une exigence de qualité de soins élevée permet de sortir de la rhétorique « on a fait du mieux qu'on pouvait ». Et cette rhétorique « on a fait du mieux qu'on pouvait », les soignants, on rentre avec à la maison. Et même si on se dit qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, il y a toujours un enjeu de se dire eh ben, on aurait pu faire mieux. Et ça, c'est très délétère. Et ce qui, en post-Covid, a généré vraiment un sentiment d'érosion chez les soignants qui a déjà été évoqué. Et donc, c'est essentiel de réfléchir à la robustesse comme critère de qualité. Donc en pratique, quelques petites questions qu'on peut se poser dès aujourd'hui dans nos services. Qu'est-ce qui fait que je soigne? Quels actes me paraissent indispensables pour me reconnaître comme soignant? Existe-t-il des alternatives acceptables? Que faudrait-il pour qu'elles paraissent acceptables? Comment puis-je réduire mes dépenses technologiques, humaines, matérielles? Suis-je dépendant de ressources rares ou fragiles? Ai-je des solutions de repli? Quels sont mes actes essentiels? Comment les rendre enseignables, faisables par tout le monde? C'est la question de comment on dédouble, on transmet quand on a besoin. De quel soutien mon équipe et moi-même aurons-nous besoin pour traverser la difficulté? Comment anticiper nos besoins psychologiques, techniques, relationnels? Et puis surtout, comment communiquer et co-construire de nouveaux parcours de soins avec les patients que j'accompagne dans ce contexte? On va revenir après sur l'éthique du triage. Donc, évidemment, la situation d'HEM va nous mettre en tension dans une situation où, à ressources limitées, on va avoir une demande augmentée. C'est ce qui a été très bien illustré. Comment on fait? Il y a différentes options. De façon schématique, on peut dire que prioriser, c'est différer certaines prises en charge, c'est la déprogrammation, c'est des choses qu'on a fait pendant le Covid. On sait également maintenant aussi les conséquences que ça a eu. Prioriser, c'est aussi proposer des niveaux d'intensité différents, de dire, bon, ben voilà, il y a des patients qu'on admet en réanimation, d'autres pas, on n'engage pas tant de moyens. C'est la même chose finalement pour la bouteille d'oxygène tout à l'heure. Et puis, il y a l'option aussi d'abaisser les standards pour tous, de dire, au lieu de 3 dialyses par semaine, il n'y en a plus que 2, il y a moins de séances de kiné, etc. Donc, la réponse, elle n'est pas schématique. Les situations vont être un mix de tout ça. La question, c'est plutôt comment on s'arme pour les prendre en compte et réfléchir aux solutions. Quelques principes éthiques, néanmoins. Ce qui sera appliqué, c'est le principe de non-abandon. C'est-à-dire que souvent dans le triage, alors parce qu'on est des préhospitaliers, souvent quand on parle de UA, UR et les urgences dépassées, finalement on le laisse pour mort et c'est réglé. Là, c'est pas possible. Donc la question, c'est pas à qui on va donner des soins, à qui on va pas prodiguer, c'est quels soins on donne, on prodigue aux gens à qui on ne propose pas les soins maximalistes parce qu'on n'a pas les ressources. Et donc ça, c'est aussi un nouveau champ qu'il faut investir. C'est pas forcément du soin palliatif, ou alors il y a aussi du soin palliatif, mais c'est pas que ça. C'est tout ce qu'on peut proposer aux gens qu'on ne va pas prioriser, et ça va être essentiel, notamment parce que il y aura forcément des critères qui vont entrer en compte, le fait que les militaires doivent retourner au front, par exemple, qui fera que peut-être des ressources sont concentrées sur eux pour qu'ils puissent repartir, des choses comme ça. Néanmoins, il est absolument indispensable que personne ne soit abandonné, et ça, il faut en avoir la conviction. La deuxième chose, c'est le primat d'une logique soignante. Ça veut dire que même si on est en contexte de guerre, on ne nous demande pas d'être des militaires. On a une éthique soignante. On va revenir après sur quels sont ces fondements. Et c'est eux qui priment dans tous les cas. Et enfin, il y a la question du principe de transparence qui est si des critères vont être mis en œuvre, déployés, il faut qu'ils soient socialement acceptables et donc construits avec tous. Il ne faut pas que les soignants se retrouvent dans la situation où ils aient pris des décisions qui ne soient pas supportées par l'ensemble, parce que sinon, pareil, on va se retrouver dans des situations de détresse qu'on souhaiterait prévenir. Là, ici, c'est un petit extrait de ce que la Croix-Rouge internationale, avec
beaucoup de sociétés savantes qui étaient même signées par tout un tas d'États qui sont les principes éthiques des soins de santé en temps de conflit armé et d'autres situations d'urgence. J'ai surligné en gras ce qui nous concerne là principalement, qui sont les principes éthiques donc des soins de santé ne changent pas en temps de conflit armé et dans d'autres situations d'urgence. Ils sont les mêmes qu'en temps de paix. Donc ça veut dire juste les principes éthiques. Et donc, en particulier, on s'attachera donc à fournir les meilleurs soins disponibles. Il doit tenir compte de l'utilisation équitable des ressources. Et enfin, la tâche principale du personnel de santé est de préserver la santé physique et mentale des personnes et de soulager leur souffrance. Voilà. J'ai souligné, vous avez le reste dans les diapos, vous pourrez... Ça parle du reste, mais voilà. C'est important d'avoir ça en tête. En pratique, donc, s'acclimater à la logique du triage et de la priorisation, donc ça, c'est des choses qui se travaillent. Construire des parcours de soins pour les patients qui ne seront pas priorisés, et ça, je pense que c'est des choses nouvelles auxquelles il faut vraiment s'attacher à réfléchir. Anticiper l'inconfort éthique qui pourra naître chez les professionnels de santé, puisqu'on va être dans des situations difficiles. Et puis, s'appuyer sur les ressources de la démocratie en santé. Ça veut dire comment, ensemble, collectivement, on élabore ces soins, ces paniers de soins critiques, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui peut être différé. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à rester soudés. Sinon, tout le monde va se monter les uns contre les autres et on va se faire diviser très rapidement par l'ennemi qui cherchera à instiguer le doute. Dernière chose, c'est sur le cap donc, qui est de rester soignant. Donc, l'exercice du soin dans un contexte de conflit appellera une vigilance éthique particulière, mais en aucun cas une éthique d'exception. Ça veut dire que, comme on disait tout à l'heure, les choses vont rester, les valeurs du soin restent les mêmes. La société aura besoin que les professionnels de santé soient les garants de ce cadre. Comme tout à l'heure, on parlait de l'hôpital refuge. Le soignant est aussi un refuge en temps de guerre. Le soignant a tout un tas de valeurs autour de lui qu'on ne peut pas éroder comme ça. Et donc, ça va être important qu'elle soit stable et qu'elle maintienne le cap. Mais ça veut dire aussi que les conditions soient réunies pour pouvoir rester soignant dans ce contexte. Donc, en pratique, en tant qu'ouverture, c'est une injonction tout ça, à pratiquer l'éthique au quotidien. Donc, ça veut dire chercher déjà dans les situations cliniques quotidiennes quels sont nos points de friction, quels sont les moyens qu'on a pour les lever, comment créer des nouvelles ressources, préparer les outils, notamment les normes. Peut-être pour développer un petit peu ce point, les normes, c'est comment on fait, par exemple, comme pendant le Covid, la Société française d'urologie avait fait ça très bien. Elle avait dit, en temps de crise, et notamment en temps de Covid, la prise en charge d'une tumeur rénalienne, c'est ça. Et donc, ça veut dire normer au préalable, de dire, quand les ressources seront rares, voilà ce qu'on va faire, voici quels sont les critères. Il faut réfléchir donc aussi à des structures d'allocation des ressources. On a parlé tout à l'heure, les soignants ne pourront pas porter tout seuls sur leurs épaules le choix d'allouer des ressources. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas encore de dispositif qui permet vraiment de partager cette décision. Les critères qui étaient là, l'âge, notamment l'âge et les comorbidités, on ne s'en sortira pas aussi simplement, entre guillemets, quand il y aura beaucoup plus de monde à soigner avec beaucoup de moins de matériel et des pénuries sur des secteurs qu'on n'aura pas anticipés. Et donc ça, il faut réfléchir à comment on le fait. Et voilà, il y a des espaces éthiques à prévoir, des espaces éthiques pour les soignants, bien sûr, des réseaux d'expertise donc à développer en civilo-militaire. C'est tout l'objet de la rencontre aujourd'hui. Et puis un dernier point qui est vraiment majeur, qui est le fait de travailler sur le soutien des soignants, parce que c'est ce qui va être le plus difficile. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions pour le docteur Devaux? Oui, pardon, excusez-moi. Comment on peut préparer, et est-ce qu'il faut préparer les équipes à cette pensée un peu de guerre? Oui, enfin, c'est essentiel. En fait, c'est tout l'objet de ce qu'on fait là. Ça veut dire il faut qu'on puisse rentrer de cette journée et se dire, en fait, on a le droit de penser ces choses-là. Parce que ce que montrait l'enquête initiale, c'est que tout le monde a cette intuition. Et en fait, il ne faut pas grand-chose
pour vraiment qu'en fait la discussion s'enclenche sur ces sujets-là. Et vraiment, les gens ont lu, lisent les journaux. Enfin, tout le monde est exposé, en fait. Donc, tout le monde porte en soi cette inquiétude. Et après, il faut la question de comment on la sort et qu'est-ce qu'on en fait. Mais je pense qu'en parler, c'est la première des choses. Merci. Une autre question au fond de la salle? Oui, est-ce que cette partie HEM pourra faire partie du plan GTHSSE avec un volet supplémentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? C'est pour toi, ça. Pour moi. Effectivement, alors là pour l'instant, la priorité, effectivement, c'est que les ARS élaborent soit une disposition spécifique transversale HEM dans leur planification ou qu'elles intègrent dans leur volet AMAVI. Et effectivement, l'étape d'après, on commence à y penser, c'est d'élaborer une annexe du PGH. Surtout que j'avais œuvré dessus. L'acronyme est vraiment compliqué. Mais oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il faut, nous, qu'on arrive à élaborer une doctrine pour les établissements de santé, pour les aider aussi à monter en puissance. Voilà, mais chaque chose en son temps, mais effectivement, il faudra qu'on le fasse. Une autre question? Oui. Bonjour. Est-ce que les états généraux de la bioéthique qui vont avoir lieu en 2026, avec à peu près 300 consultations, vont aborder l'hypothèse de l'engagement majeur et de la transparence des critères qui devraient être co-construits avec la population en taux de transparence? Alors, non. Sachant qu'il y a un des critères qui est actuellement pris en compte, qui est l'aspect sobriété qui commence à arriver et qui sera traité dans les états généraux de la bioéthique, enfin, qui sont actuellement traités. En revanche, il y aura on est en train de préparer avec l'Espace éthique de France, en tout cas, tout un séminaire de travail sur ces enjeux. Voilà, c'est un peu un spoiler, mais voilà. Et ça n'est pas vraiment un sujet de bioéthique, c'est un sujet d'éthique médicale du quotidien étendu à la situation d'exception. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous allons devoir conclure. Je remercie les intervenants de ce quart-temps. Je retiens plusieurs messages que j'aimerais que vous gardiez. On a parlé d'AMAVI essentiellement sous le volet événement unique, et l'hypothèse d'engagement majeur, c'est se préparer à de l'AMAVI majeur, durable, semi-continu, avec des volumes de blessés et de malades absolument considérables. Ce ne sont pas les mêmes blessés, si on parle de blessés, que ceux qu'on envisage dans un événement unique. Le professeur Ballandreau, qui a dû nous quitter un peu plus tôt, les décrit comme DIMAP, dénutris, infectés, mutilés, anémiques et psychotraumatisés. Ce ne sont pas des patients en situation d'urgence. Ce n'est pas le triage. Il ne sera pas effectué par des urgentistes au CMT. Il sera effectué par des collèges multispécialités pour orienter ces patients dans le bon parcours de soins, parce qu'on ne sera plus face à des patients traumatisés, hémorragiques à la phase aiguë. Et puis le troisième message que je souhaiterais qu'on retienne, c'est qu'il est toujours possible de prendre soin et trier en allouant les ressources de façon équitable pour le plus grand bien du plus grand nombre. Ça permet toujours de prendre soin de tout le monde, même quand certains soins techniques ne sont plus possibles. Et c'est bien ça que nous, soignants, devons en permanence garder à l'esprit. Merci à tous.